Emmanuel Macron qui se disait déterminé à reconstruire, rebâtir au plus vite cet édifice de Notre-Dame et cette toiture abîmée par les flammes lundi dernier. Le chef de l'État s'était d'ailleurs exprimé devant les Français hier depuis le palais de l'Élysée. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs et nous allons la rebâtir, cette cathédrale. C'est le message en substance qu'il avait lancé. Le chef de l'État qui se donne d'ailleurs 5 ans pour mener à bien ce vaste chantier. Alors plusieurs propositions qui sont sur le point d'être faites ici au palais de l'Élysée. D'abord la désignation d'un monsieur reconstruction en quelque sorte. Un nom circule, c'est celui de l'ancien chef d'état-major des armées, le général Georgin. Alors on ne sait pas exactement quoi va consister sa mission, mais on nous dit ici qu'il a été désigné pour chapeauter ces travaux, Mes respects mon général, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Le 15 avril dernier, le temps s'arrêtait à Paris, sur l'île de la Cité. Les Français, le monde entier regardaient, découvraient avec effarement la cathédrale Notre-Dame de Paris en train de brûler. 3 mois plus tard, vous qui êtes nommé par Emmanuel Macron à ce titre de représentant spécial, comment va notre cathédrale ? Eh bien, d'abord, bonjour, merci de me recevoir. Écoutez, je dirais que la cathédrale, aujourd'hui, compte tenu de toutes les données, comme aurait dit De Gaulle, va aussi bien qu'elle peut aller. C'est-à-dire que depuis 3 mois, un travail gigantesque, absolument remarquable, a été fait par les architectes en chef des monuments historiques, la DRAC d'Île-de-France, sous la conduite du ministre de la Culture, et que le chantier de restauration de Notre-Dame est bien parti. Il ne faut pas oublier non plus que si cela a été rendu possible, et je crois qu'il ne faut jamais le perdre de vue, c'est grâce au travail remarquable et au courage des pompiers, et notamment au sang-froid de leur chef, le général Gallet. Je crois que c'est absolument fondamental dans le succès actuel. Est-ce qu'aujourd'hui... Après l'incendie de Notre-Dame de Paris qui avait sidéré la France, et on peut dire aussi le monde, vous êtes le très bienvenu, général Jean-Louis Georgelin, bonjour, et merci d'être avec nous sur CNews. Tout simplement, comment se porte Notre-Dame de Paris, qui est le symbole de la chrétienté et de notre histoire commune? Comment va-t-elle? Eh bien, écoutez, monsieur El Kabbach, d'abord, merci de m'avoir invité. Notre-Dame de Paris, aujourd'hui, après ce sinistre, je dirais qu'elle va aussi bien qu'elle pouvait aller après ce qui s'est passé. Je crois d'abord qu'il ne faut pas rater une occasion de rendre hommage aux pompiers et au général Gallet, dont on ne soulignera jamais assez le sang-froid avec lequel il a conduit les opérations qui ont limité la catastrophe. Votre nomination, mon général, a suscité de nombreux commentaires au vu des postes que vous avez exercés. Je viens de le rappeler, vous êtes un ancien chef d'état-major des armées. On ne va pas faire toute votre carrière parce que sinon, ça nous prendrait à peu près 1 heure. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'un homme comme vous, spécifiquement comme vous? Écoutez, celui qui est le mieux à même pour répondre à la question, c'est évidemment le président de la République. Non, je crois que dans la nuit du 15 au 16, le président de la République, comme tous les Français, a vu que c'était un événement considérable qui se produisait, qui frappait tous les esprits, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en France, en Europe, dans le monde entier, et que par conséquent, il fallait prendre à bras-le-corps et d'une manière tout à fait spécifique le chantier de restauration de Notre-Dame. Est-ce que c'est parce que... Si vous me permettez, je sais que vous n'aimez pas trop parler, etc. Vous avez été conseiller de plusieurs présidents de la République, chef d'état-major des armées, chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur. Grand chancelier. Grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur. Vous êtes, un homme d'autorité, de foi, de culture, familier des arts gothiques, mais pour Notre-Dame de Paris, pourquoi un général? Écoutez, il faudrait... Ça ne choque pas, mais pourquoi un général? Il faudrait poser la question au président de la République. Je crois que le président de la République, dans la nuit du 15 au 16, a vu à quel point cet événement avait touché l'ensemble de la communauté nationale. Je crois que cette soirée du 15 avril 2019 va rester dans l'histoire de France, avec l'émotion qu'elle a suscitée, en France, en Europe, dans le monde. Mais pourquoi un général? Est-ce que nous sommes en guerre? Permettez-moi d'arriver au bout de mon raisonnement. Et il s'est dit, il faut, pour prendre un terme militaire, pour aller dans le sens de ce que vous voulez me faire dire, il s'est dit, il faut qu'on constitue une espèce de task force qui va prendre en main le chantier de la restauration et de la rénovation de Notre-Dame de Paris. Est-ce que c'est parce qu'il y avait plein d'avis différents et qu'il fallait un homme à poigne pour trancher? Il fallait réaliser une unité de commandement pour que l'on puisse réaliser ce chantier dans les meilleures conditions, à la fois de sécurité et de timing. Si vous voulez.
Et c'est la raison pour laquelle il a souhaité qu'il y ait ce que j'appelle une task force, même si le mot ne plaît pas à tout le monde, comme on le fait chez nous, dans l'armée, et une task force qui regroupe tous les moyens et qui est à sa tête un patron qui réalise une unité de commandement. Une unité de commandement, mais sous l'œil bienveillant, naturellement, de tous les parties prenantes à ce genre de chantier. Notre-Dame de Paris est toujours en état de péril et l'harmonie au sein de l'équipe chargée de sa restauration également. Ainsi, le général Georges Lain, missionné par le président de la République pour superviser les opérations, s'est distingué mercredi par son franc-parler, disons très martial devant les députés. Quant à l'architecte en chef des monuments que vous avez cité, je lui ai déjà expliqué plusieurs fois, et je le ferai de manière plus qu'il ferme sa gueule et que nous avançons en sagesse pour que nous puissions sereinement faire le meilleur choix pour Notre-Dame, pour Paris, pour le monde. Qui ont, depuis 3 mois, avec les entreprises sur le terrain, conduit un travail absolument remarquable. Donc c'est un travail d'équipe d'abord. C'est un travail d'équipe qui associe tous les talents. National, et qui est conduite actuellement selon les... Mais est-ce que Notre-Dame est sur le chemin long de la guérison? Notre-Dame, évidemment, est sur le chemin long de la guérison. Long, c'est-à-dire un chemin de 5 ans qui doit conduire à sa réouverture au culte et à sa restauration. Vous dites 5 ans, c'est-à-dire que le délai sera respecté. En tout cas, nous ferons tout pour que ce délai soit respecté. C'est le délai qu'a voulu le président de la République. Je crois qu'il est important de fixer un objectif pour mobiliser les énergies et les volontés. Vous savez, moi je vais à peu près tous les jours sur le chantier, je rencontre les entreprises, je rencontre les ouvriers, je rencontre les architectes évidemment, et je mesure à quel point cet objectif de 5 ans est mobilisateur. Le président de la République avait dit dans le discours qu'il avait prononcé à l'occasion de la remise du prix Pritzker au japonais Arata Isozaki. Un patron de commandement, un chef de commandement catholique. Et ça, c'était une volonté du président. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il est important d'affirmer que Notre-Dame est d'abord et avant tout un lieu de culte catholique. Notre-Dame n'est pas un musée, Notre-Dame n'est pas un mémorial de l'histoire de France, même si, évidemment, c'est un témoignage majeur de l'art gothique, c'est un témoignage majeur de l'art français. Des grands événements de l'histoire de France s'y sont déroulés. Ouais. Mais ce que nous faisons, c'est faire en sorte que dans 5 ans, comme l'a souhaité le président de la République, nous soyons à même de rendre Notre-Dame au culte catholique. Je suis un peu surpris. Le rendre au culte catholique avant de le rendre à la France. Le rendre au culte catholique avant de le rendre à la France. Est-ce qu'il faut reconstruire à l'identique ? Emmanuel Macron a dit qu'il fallait une touche de modernité. Alors, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait une touche de modernité. Dans un discours qu'il a fait la semaine suivante, au moment de la remise du prix Pritzker, il a indiqué qu'il fallait également réfléchir à l'aménagement des abords. C'est-à-dire dans la bande de 500 mètres qui tourne autour de la cathédrale, c'est-à-dire le square Jean 23, la galerie sud et le parvis. Et
Vous allez assister, Général Georgelin, à tous les sommets et à tous les tête-à-tête Chirac-Bush. Par exemple, à Prague, on a vu une image à ce moment-là qui était une sorte de Bush cow-boy qui parle avec Jacques Chirac. Il ne lui révèle pas la décision de la France, mais est-ce qu'il essaie de lui dire « il ne faut pas y aller, c'est une absurdité ». Est-ce qu'il essaie de le convaincre de ne pas faire la guerre? Alors là, nous sommes en novembre 2002, c'est le sommet de l'OTAN à Prague. Et dans les bilatérales qui se déroulent toujours en marge de ces sommets, il y a une rencontre entre le président de la République française et le président des États-Unis. C'est donc la première fois que j'assiste à un entretien de ce type, à ce niveau-là. Je découvre d'ailleurs au passage que le président Bush, dont on disait pique-pendre dans la presse française, me paraissait être beaucoup plus le patron dans son équipe que ce que l'on disait. Et Jacques Chirac, il lui explique que la folie que ce serait de faire une guerre en Irak, dans une région qui était déjà déstabilisée, qu'on avait déjà du mal à stabiliser. Il y aurait des conséquences. Après cette guerre Iran-Irak, qui avait quand même amené une certaine... Et il dit, ça va être, si vous me permettez cette expression militaire, un bordel pire que maintenant. Vous allez créer... Alors, il ne l'a pas dit là, mais enfin, ça revenait à ça, des milliers de petits Ben Laden. Le terrorisme va se dérouler partout. Et Bush, qu'est-ce qu'il lui répondait? Bush écoutait, les mains sur son ventre, avec ses jambes tendues devant et ses bottes de cow-boy texan qui m'avaient beaucoup marqué, et lui dit « Oui, Jacques, mais les morts sont chez moi ». C'est-à-dire après les accidents. Et il faut rappeler que Jacques Chirac a été le premier, une semaine après la tragédie et l'attentat des 2 tours qui se sont déroulés, à aller les survoler et à montrer la présence de la France, alors que les ruines étaient encore fumantes. Non seulement il est le premier chef d'État à se rendre au point zéro de l'attentat avec Giuliani à l'époque, le maire de New York, mais il se démène pour... qu'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU vienne au secours des États-Unis dans le cadre de cette affaire. Vous, les généraux français, même si c'est le président de la République qui est le garant, qui décide l'indépendance, etc., est-ce que vous vouliez la guerre? Écoutez, les généraux n'ont pas à ne pas vouloir la guerre. L'armée est... D'accord, elle obéit, mais à ce moment-là, est-ce que vous cherchez à influencer le président? Laissez-moi vous répondre calmement. L'armée n'a pas à vouloir, elle doit être prête à faire face à toutes les hypothèses. Ce qui est sûr, c'est que... Quand un conflit se déroule et que vous n'y participez pas, vous manquez une période d'aguerrissement, d'entraînement, etc. Mais c'est évidemment une raison futile de vouloir la guerre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à cette époque-là, le président de la République était très soucieux de savoir comment les armées françaises réagissaient à son idée, à sa volonté de ne pas faire la guerre. Et j'ai eu beaucoup de mal à lui dire, mais Monsieur le Président, les militaires français comprennent tout à fait que vous ne vouliez pas faire la guerre. Il y a 2 choses qu'ils ne comprendraient pas. La première, c'est que vous interdisiez le survol du territoire français aux avions américains s'ils avaient besoin de survoler notre territoire. Et la deuxième, c'est que si ça se passait mal pour les Américains et la coalition, eh bien, nous n'ouvrions pas nos hôpitaux et notre service de santé des armées à nos alliés américains. Voilà. Mais en général, tout à fait d'accord, évidemment. On Monday, June 15th, General Jean-Louis Georgelin, French Chief of Defense, was invited to the United States by Admiral Mike Millen, Chairman of the Joint Chiefs of Staff. The day started at the Arlington National Cemetery, with a wreath-laying ceremony at the Tomb of the Unknown.
Freeze it! Freeze it! Halt! General Georgelin then went to the grave of President Kennedy. Later that morning, General Georgelin was received at the Pentagon 9/11 Memorial, designed to remember and reflect on the events that occurred on September 11, 2001. General Georgelin was then welcomed at the Pentagon by Admiral Mike Millen with Armed Force Full Honor Ceremony. During the ceremony, General Georgelin was awarded the Legion of Merit with the degree of Commander. Dynamic leadership and exceptional devotion to duty reflect great credit upon himself, the French Armed Forces, and France. Général Georgelin, bonjour. Alors, première question, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'une Europe de la défense ? C'est assez difficile de parler d'une Europe de la défense, c'est ce que je viens d'expliquer dans mon intervention. Il existe une Europe de la défense institutionnelle, avec bien décrit dans le traité de Maastricht, mais il existe aussi l'OTAN, ce qui est une difficulté de compréhension pour beaucoup de gens. Qu'est-ce qui relève de l'OTAN, la défense collective? Qu'est-ce qui relève de la défense européenne? C'est le reste, c'est pas aussi simple en réalité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les Européens consacrent très peu de moyens financiers et de recherche à la défense. Vous nous parlez justement de l'OTAN. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit se limiter à l'OTAN ou est-ce qu'une organisation spécifique à l'Europe peut être envisagée ? Alors, en 1995, lorsqu'il a été élu, Jacques Chirac avait proposé la constitution d'un pilier européen de sécurité dans l'OTAN. Et je trouve que c'était la bonne solution pour justement éviter les conflits, les divergences, etc. L'Europe a besoin d'une défense, bien sûr. Et plus elle va aller vers une forme d'intégration, une forme de fédéralisme, plus elle va avoir besoin d'une défense commune. Alors c'est à elle de trouver la bonne réponse entre l'OTAN, ce qu'elle fait dans le cadre de l'OTAN, surtout que l'on peut, sans être grand clair, anticiper un relatif retrait des États-Unis par rapport à l'OTAN, alors qu'ils dépendent davantage dans le Pacifique, etc. Et l'Europe ne peut pas rester désarmée, bien sûr. Donc c'est à elle de trouver entre les deux l'organisation. Et je pense qu'avec beaucoup de bonne volonté et sous la pression des événements, hélas, on le fera, mais ça passera par des budgets de défense notablement plus sérieux dans l'ensemble des pays européens. Alors, selon vous, est-ce qu'au niveau institutionnel, une Europe fédérale faciliterait la création de ce genre d'organisation ? Probablement. Mais il ne faut pas oublier que la défense, c'est un domaine tout à fait particulier. Hegel disait que la guerre, c'était la rencontre du mystère de la vie et de la mort. Quand on intervient sur le plan militaire, on prend le risque, on met en risque la vie des femmes et des hommes qui servent sous les armes. Et nos nations sont fortes culturellement. Et nos chefs d'État sont redevables devant leur population des décisions qu'ils prennent dans ce domaine. Donc c'est un phénomène compliqué qui prendra beaucoup de temps, mais probablement que c'est la direction à prendre. Alors, à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut encore dire que puissance militaire rime encore avec puissance étatique ?
Alors, c'est une des questions. Je crois que la vraie révolution du monde actuel, c'est la révolution numérique qui change tout, y compris l'exercice démocratique et qui change également les formes de guerre éventuelles, de conflits. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui était le cas jusqu'à, évidemment, la Seconde Guerre mondiale. Il n'en demeure pas moins que l'homme étant ce qu'il est, les nations, les États étant ce qu'elles sont, il serait naïf de croire qu'on éradique les guerres. Donc il faut garder une puissance militaire. C'est vrai, si on prend la typologie de Joseph Nye, l'américain de Harvard, qui distingue le soft power et le hard power, la tentation du soft power est forte. Mais le soft power ne sera crédible s'il est, j'allais dire, backé, enfin qu'il est crédibilisé par un hard power dont la menace d'emploi est crédible. Donc il faut trouver un équilibre. Général Georgelin, je vous remercie. L'une des raisons, non pas de l'échec de l'OTAN, mais des difficultés de l'OTAN en Afghanistan et dans toutes ces interventions, c'est que les nations restent maîtres des conditions de l'emploi de leurs troupes. Et que le commandant du théâtre n'a pas la latitude pour utiliser ces unités là où il y a des moments qui chauffent. L'exemple typique, c'est août 2006, qui a enclenché tout un tas de... Et notamment la clarification de l'engagement français. Oui. Donc les caveats, c'est un poison, et à peu près tous les pays ont des caveats. Et personne ne peut... Car c'est toujours le problème du lien des armées avec la nation. Que ce soit dans le cadre de l'Europe, que ce soit dans le cadre de l'OTAN, lorsqu'on est dans une opération multinationale, l'exécutif du pays, celui qui incarne la nation, c'est-à-dire le président de la République chez nous, reste comptable devant son opinion publique de l'emploi de ses forces. Quand j'étais chef d'état-major des armées, je n'étais pas l'homme qui commandait les forces françaises en réalité sur le terrain, mais j'étais celui qui, pour le président, vérifiait que ces forces étaient bien employées dans le cadre que nous voulions. Ce qui rendait le rôle du commandant sur le théâtre extrêmement compliqué. Quelques commentaires sur l'Europe, parce qu'il y a des choses qui ont été dites qui me paraissent devoir être éclairées différemment, comme, et je vous laisse terminer comme on dirait là-dessus. au Quai d'Orsay. Vous le faites bien en tout cas. Oui. D'abord, quand on parle d'Europe de la défense, c'est vraiment le brouillard clausewitzien. Chacun a derrière une autre vision de ce qu'est l'Europe de la défense. L'Europe de la défense est un processus, c'est une horlogerie, c'est une mécanique avec des débats, des choses, etc., etc. C'est pas parce qu'il y a deux pays européens qui font quelque chose que c'est l'Europe de la défense. Oui. Bon. Cette Europe-là de la défense, elle a à Paris un débat tout à fait particulier, poussé par la France pour une raison extrêmement simple, c'est que la position française vis-à-vis de l'OTAN depuis 1966 nous conduisait tout naturellement à pousser devant la construction d'une Europe de la défense. En même temps, vous ne verrez pas nos partenaires européens dans un Conseil européen, je n'ai jamais vu un Conseil européen consacré à l'Europe de la défense, ou affirmer fortement et clairement que l'on voulait ensemble construire une Europe puissance. Pourquoi ? Parce que pour la plupart de nos partenaires, l'Europe, l'unité, comment dirais-je, le conglomérat de défense existe, c'est l'OTAN. Et les gens se contentent. Moi, je sais, comme chef d'état-major des armées, j'allais 2 fois par an à Bruxelles. On passait 2 journées, réunion des chefs d'état-major de l'OTAN. 6 de nos camarades nous quittaient, plus l'Américain et le Canadien. On allait au centre de Bruxelles, là, juste issu, je ne sais pas quoi, là, aux salles très chic de l'Union européenne. 6 autres de nos camarades arrivaient. Et je voyais bien la chute d'intérêt de mes partenaires, de mes counterparts des autres pays lorsqu'on passait à l'Europe de la défense. Oui. Vous venez de nous dire, monsieur le député, que vous étiez en train de réfléchir à battre 4 milliards d'euros dans votre budget de la défense. 0,3 plus 0,5 plus 0,6, c'est à peu près la majorité des budgets de défense européens. Ça ne fait pas 4,5 comme les États-Unis. Oui, oui. Donc arrêtons de nous tourner les films avec une Europe de la défense si nous ne prenons pas collectivement les moyens de la faire vivre. Or, ça passe par... Et j'ajoute un dernier point, puisqu'il y a un Britannique, je vais terminer, je vous rassure. Ça me rassure. Pour notre ami britannique qui est quelque part dans la salle, autant les Britanniques, on l'a vu dans la Libye, sont prêts à agir avec nous sur le terrain des opérations, autant je peux vous affirmer qu'à Bruxelles, centre,
il bloque toute évolution de l'Europe de la défense. La vérité, c'est ça. Tout le reste, c'est du pipeau. Bon, ah oui, quand je dis qu'en France, en ce moment, c'est chaud, vous avez vu ce qu'a dit le général Georgelin? Mais écoute, mais non, mais alors ça, j'ai trouvé ça. Alors, qui est le général Georgelin? C'est le représentant spécial d'Emmanuel Macron pour la reconstitution de la cathédrale. Et c'est surtout l'ancien chef d'état-major, bien sûr, personnel du président de la République, et qui était également, qui s'occupait de la Légion d'honneur. Voilà, un sujet qui nous passionne. Je ne sais pas si vous serez dans la prochaine promotion ou pas, mais bon. À Dakar, à l'invitation de l'amiral Sall, qui est le grand chancelier de l'Ordre du Lion, qui m'a invité en tant que grand chancelier de l'Ordre de la Légion d'honneur en France, et donc avec le président, après qu'il m'ait fait commandeur de l'Ordre du Lion, nous avons parlé de la politique des décorations en France et au Sénégal. Comme vous le voyez, l'amiral et moi, nous sommes devenus des amis, puisque j'ai reçu à Paris il y a 2 mois le grand chancelier de l'Ordre du Lion. Les codes de la Légion d'honneur et le code de l'Ordre du Lion sont assez proches. Nous fonctionnons de la même manière avec un conseil de l'Ordre. Et quand nous modifions le code de l'un, nous regardons chez l'autre ce qu'il fait et nous avançons à peu près de la même manière. Tous les pays d'Afrique subsaharienne issus de l'Empire français ont des ordres nationaux qui ont été construits sur le modèle de la Légion d'honneur. Et les grands chanceliers, il y a dans tous ces pays des grands chanceliers comme en France, et nous nous réunissons ensemble tous les 2 ans. J'avais eu l'occasion d'être fait commandeur des ordres nationaux, notamment du Tchad et de la Centrafrique, dans le contexte d'opérations militaires. Dieu merci, le Sénégal est un pays en paix, même si c'est un pays qui a des contributions extrêmement fortes dans les opérations de maintien de la paix. Je crois qu'il y a de l'ordre de 3000 soldats sénégalais actuellement déployés, ce qui est considérable par rapport aux effectifs de l'armée sénégalaise. Mais il n'y a pas eu d'opération au Sénégal, c'est dont il faut se féliciter. Donc je n'avais pas eu l'occasion d'être décoré quand j'étais chef d'état-major des armées par le Sénégal. Donc je suis très fier et très honoré d'avoir reçu cela aujourd'hui des mains du président de la République sénégalaise en présence de mon ami l'amiral Sall. Bon. Et Jean-Louis Georgelin, donc c'est lui qui supervise visiblement la reconstitution de Notre-Dame. Et il y a un débat, est-ce qu'il faut reconstruire à l'identique la fameuse flèche de Viollet-le-Duc qui était tombée, et c'était en tout cas le vœu de l'architecte en chef des monuments historiques, Philippe Villeneuve. Et comment et que lui a répondu Jean-Louis Georgelin? Je vous propose de l'écouter. Finalement, on ne parle de la flèche. Quelle flèche allez-vous faire? Allez-vous la reconstruire à l'identique, etc. Toutes ces questions retrouveront leur réponse sagement, grâce à nos débats nourris et déjà amorcés, le moment venu. Quant à l'architecte en chef des monuments que vous avez cité, je lui ai déjà expliqué plusieurs fois, et je le ferai de manière plus qu'il ferme sa gueule et que nous avançons en sagesse pour que nous puissions sereinement faire le meilleur choix pour Notre-Dame, pour Paris, pour le monde. Sereinement. Moi j'adore, moi j'applaudis parce que personne ne parle plus comme ça, et je trouve que ça fait du bien. Non mais vous vous rendez compte, si on appliquait ça, si les ministres de temps en temps, ou un président de la République disaient, lui, qui ferme sa gueule. Je trouve que ça serait pas... On peut essayer ce matin. Mais oui, c'est possible. On pourrait lancer le slogan, lui, qui ferme sa gueule. Sur la forme, je trouve ça rafraîchissant, mais qu'un architecte des monuments nationaux donne son avis sur comment on va reconstruire la flèche comme ci, comme ça, c'est un peu son job. Quoi. Donc ça ne me choque pas. Il dirait il faut mettre un parking ou il faut planter un arbre, on pourrait lui dire occupe-toi de ce qui te regarde, mais c'est un peu son job. Maintenant, Georgelin, c'est un militaire, mais un dur de dur, d'après ce que j'ai compris, un militaire à l'ancienne, moyennant quoi, il a un langage militaire et il aime être... Mais il le dit bien en plus, je trouve qu'il a du charisme cet homme. On va l'inviter, qu'est-ce que vous en pensez? Le vrai Mirlot, Comment vous dites? Le vrai Mirlot, on disait autrefois. Le Mirlot? Le Mirlot, oui. Oh là là. M-I-R-L-O? Le Mirlot, on disait. Écoutez, moi, je... service militaire peut-être. Bon, on va parler de... À l'approche de cette fin d'année 2008, le général Georgelin, chef d'état-major des armées, s'est rendu en Afghanistan.
Accueilli à Kaboul par son représentant sur le théâtre, le général Stolsteiner, commandant la région capitale, il est allé rencontrer les forces françaises déployées en Afghanistan. Sergent-chef Vitry, 20 ans de service, 1 an de grade, 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Après s'être entretenu avec le commandant de l'ISAF, le général américain McKiernan, il a pu visiter les derniers matériels arrivés sur le territoire. Le chef d'état-major des armées doit être au milieu de ses soldats en opération le soir de Noël et il doit aller avec ceux qui sont les plus exposés. Le 5 avril 2003, le général Myers, chef d'état-major de l'armée américaine, a déclaré « L'objectif n'a jamais été de capturer Ben Laden ». Oui, le général Myers, qui est donc le chef d'état-major de l'armée américaine, a fait cette déclaration d'ailleurs en présence de Donald Rumsfeld, le chef du Pentagone, et il était d'ailleurs extrêmement embarrassé, évidemment. Après, il l'a démenti, mais malheureusement, le mal était fait, et évidemment, ça a troublé beaucoup de monde. Pourquoi le général Myers déclare-t-il ça ? Mais moi, à mon avis, pour une raison très simple, c'est que je crois qu'en effet, l'objectif n'a jamais été d'attraper Ben Laden. Parce que bon, les enjeux autour du 11 septembre sont beaucoup plus troubles, beaucoup plus complexes. Ça a été d'ailleurs effectivement l'objet de l'enquête. Et c'est vrai qu'on voit se dessiner, même avant le 11 septembre, un certain nombre d'éléments qui sont mais plus que troublants, qui sont extrêmement dérangeants. On apprend par exemple en lisant votre bouquin que Ben Laden n'a toujours pas été inculpé pour le 11 septembre. Alors ça, c'était une grande surprise. Je feuillette le dossier de Ben Laden, je regarde la fiche, donc il y a toutes les indications. Gaucher, marche avec une canne, sans profession, enfin tout est répertorié. Et je suis quand même très surpris, je me dis la fiche n'est pas mise à jour, je vérifie, et effectivement je m'aperçois que ni l'attentat contre l'USS Cole, vous savez le navire américain au Yémen, exactement en 2000, n'est mentionné, et évidemment encore moins le 11 septembre. Je m'adresse donc au FBI, je demande à quelqu'un que je connais au contre-terrorisme au FBI, il me dit écoutez, c'est un vrai problème pour nous. Parce que figurez-vous que le FBI dépend du ministère de la Justice américain, et depuis le 11 septembre 2001, M. John Ashcroft, qui est un des très proches collaborateurs de Bush, n'a jamais effectivement lancé d'avis de recherche fédérale contre Oussama Bin Laden. Je rappelle que si nous sommes en Afghanistan, c'est parce qu'il y a eu les attentats du 11 septembre 2001 sur les Twin Towers, à New York. Comme bon nombre de mes collègues professionnels à travers le monde, j'estime sur la base d'informations sérieuses, d'informations recoupées, que la Qaïda est morte sur le plan opérationnel, dans les trous Arad Tora Bora en 2000. D'accord ? Donc maintenant, levez-vous. Levez-vous samedi. Samedi, on a besoin que vous gueuliez dans la rue et pas derrière un écran. Samedi, on a besoin que vous veniez gueulier devant les portes des gens. D'accord ? C'est le samedi qu'il faut venir. Alors descendez dans la rue, où vous soyez, même dans le plus grand des petits villages, ce que vous voulez. Mais c'est samedi qu'il faut aller gueuler. Derrière un écran, vous pouvez gueuler. Devant la machine à café, vous pouvez gueuler. Tiens, gueulez devant le mur. Il va vous répondre, le mur. Gueulez devant le mur. Non, c'est dans la rue qu'il faut aller gueuler. D'accord ? Dans la rue. Tout simplement. Parce que moi, je vais vous dire un truc, hein. Si les mecs qui se branlent devant les lives, là, les flics et compagnie, les manques du... Eh ben, c'est une blague, c'est une farce. Ils se marrent. Hein ? Eh ben, à nous de nous marrer la semaine prochaine. À nous de nous marrer. Un petit peu. D'accord ? Et faites ce que vous avez à faire, les gens. Vous êtes intelligents. Faites juste attention à vous. Je lui ai déjà expliqué plusieurs fois, et je le ferai de manière plus qu'il ferme sa gueule et que nous avançons en sagesse pour que nous puissions sereinement faire le meilleur choix pour Paris, pour le monde. Le mensonge se trouve dans notre naïveté collective, à toujours croire des menteurs. C'est la poutre qui soutient notre position de masse manipulée. Le mensonge fait et défait les élites qu'on nous impose.